Claudie, Zérine, Alexandra, nous sommes à Chambéry le 23 septembre 2024 et vous représentez une partie des forces, les écologistes en Auvergne-Rhône-Alpes. Présentez-vous. Alors, Alexandra Caron-Cusé, du coup, je suis effectivement écologiste, conseillère régionale et je siège dans les commissions économie et aménagement du territoire. Mais bon, comme nous sommes en Savoie, on ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe du côté et de la montagne et des transports. Je suis Zérine Bataret, je suis conseillère régionale, écologiste. Dans la vie, je suis avocate, je défends les salariés en droit du travail et ensuite je siège à la commission économie, handicap et social et relations internationales. Claudie Ternois-Léger, conseillère régionale avec mes collègues dans le groupe des écologistes, élue aussi municipale à Albertville. Et je siège principalement à la commission montagne et à la commission JO 2030, ainsi qu'à la commission santé à la région. Début juin, on a eu dissolution de l'Assemblée nationale. Début juillet, un second tour des législatives où on a vu la gauche, le nouveau Front populaire, l'emporter avec pratiquement 200 députés à l'Assemblée nationale. Donc on voit qu'en votant à gauche, on obtient un gouvernement de droite. Comment vous réagissez à ça? C'est un scandale démocratique. Et avant, quand on était jeune, on pouvait lire le club des 5. Et là, maintenant, on a le club des perdants. C'est-à-dire ceux qui ont perdu cette élection, les macronistes, avec les républicains qui sont quand même le plus petit groupe, et ils se rassemblent pour faire un gouvernement. C'est un scandale auquel il ne faut pas s'habituer. D'accord. Non, c'est complètement, cette situation est complètement antidémocratique. Et en fait, on se rend compte qu'on essaye de nous faire passer la nécessité d'un gouvernement, ou en tout cas d'une stabilité au gouvernement. On essaye aussi de nous faire croire qu'il faut faire du consensus. Mais vraisemblablement, c'est qu'avec les groupes politiques qui intéressent le président et qui permettent à tout le système néolibéral de rester en place. Donc c'est un peu fort de café. On aurait peut-être pu faire du consensus avec un gouvernement de gauche et qui respecte le vote des électeurs. Parce que là, on est plutôt droite-droite. Hein. On est plutôt à droite, oui. Et puis avec le jeu, effectivement, on dit que le RN sera l'arbitre de tout ce jeu politique et dans le gouvernement et à l'Assemblée nationale. Donc c'est pas très reluisant, quoi. Zérine ? Moi, j'estime que c'est même un coup d'État démocratique. C'est une humiliation pour beaucoup d'électeurs. Je pense qu'on se sent vraiment humilié et notre choix n'a pas été respecté et on nous prend vraiment pour des imbéciles. Et c'est ça qui est grave, c'est que ça crée de la colère, de la désespérance. On ne croit plus du coup à la démocratie. C'est un coup d'État parce qu'on n'a pas du tout respecté les règles du jeu et l'esprit de la Constitution. Donc je pense que c'est très inquiétant en réalité pour nos droits et les libertés et pour la démocratie. Ce qui se passe est très grave parce qu'on a un pouvoir qui ne respecte pas les règles démocratiques et qui ne veut plus le lâcher en fait. Et quand les votes, quand l'élection, quand le scrutin ne permet plus de donner son choix et de le faire respecter, les gens pensent alors à ce moment-là à autre chose que la voie démocratique et c'est là où ça devient très grave. Ça devient dangereux. Ça devient dangereux, très dangereux. Alexandra, les écologistes, leur stratégie, alors c'est quoi pour cette rentrée ? Nous, on s'est investi, et je pense que les citoyens l'ont vu, via Marine Tondelier, pour que le nouveau Front populaire existe. Donc on a mis beaucoup d'énergie là et on va continuer à mettre de l'énergie dans ce nouveau Front populaire pour qu'il puisse continuer à exister. Et puis aussi, on va commencer à préparer peut-être un futur gouvernement parce qu'on ne sait pas combien de temps il va tenir. Réellement ce gouvernement Barnier. Donc on va rester dans la construction pour un futur qui soit désirable pour tous nos concitoyens. Il semble que dans la doxa, dans les médias, on encense un peu Michel Barnier comme un grand défenseur de l'environnement. Est-ce que c'est vrai ça ? Alors, il a un passé. Je dirais peut-être un passif, mais en tout cas, il a un passé effectivement
à son crédit, en tout cas, il a fait un certain nombre d'actions et mis en place un certain nombre de cadres en matière environnementale. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est vrai qu'il est à l'origine de l'instauration du fonds de prévention pour la prévention des risques naturels, donc le fameux fonds Barnier, qui est quand même très important en matière de prévention des risques naturels dans notre pays, même si ce fonds, son financement a tendance à être un peu revu actuellement. Il est aussi à l'origine de la création de la fameuse CNDP, la Commission nationale du débat public sur les grands projets structurants. Il a effectivement eu à son crédit quelques actions de ce type-là, mais de là à en faire un écologiste, faudrait pas exagérer non plus. Ça reste un grand néolibéral et avec son passé notamment d'élu savoyard, notamment au moment des Jeux Olympiques de 92, on peut se rendre compte quand même que ces Jeux n'ont pas été les Jeux les plus environnementaux et les plus écolos du monde. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de lois sur lesquelles les projets liés aux JO de 92 se sont assis. Une petite ombre au tableau par rapport à la dioxine autour de l'incinérateur de Gély-sur-Isère. Alors il était en fonction, après c'est un sujet qu'on traitera peut-être plus tard. J'avoue que moi j'étais pas du tout en fonction à ce moment-là. Je l'ai vécu du haut de mes 15 ans, 17 ans, il est vrai qu'il était en fonction et qu'il a certainement joué un rôle aussi pour freiner peut-être un petit peu la réglementation aussi en matière Oui, parce qu'il a fallu attendre Dominique Voynet, ministre de l'Environnement, pour la fermeture de l'incinérateur. C'est ça. Moi, ce que j'attends de voir, c'est si dans le fameux vote du budget qui va arriver, les crédits pour le ministère de la Transition écologique, les crédits pour l'ADEME qui ont été réduits en tout cas et qui sont en projet d'être largement réduits, seront remis sur la table de sa part. Il y a le fonds vert aussi. Le fonds vert aussi, beaucoup d'outils financiers et institutionnels pour mener à une transition en tout cas sont remis en question. Et est-ce qu'il va réussir, en tout cas est-ce qu'il aura la volonté de remettre ça sur la table et de ne pas y toucher C'est un point d'interrogation. Zerrine, la nouvelle ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, elle se dit un peu à gauche, c'est vrai ça ? Pas entendu parler. Pas entendu parler, d'accord. Si elle est de gauche, en tout cas, moi, je n'ai pas beaucoup entendu. On les a peu entendus au moment des réformes sociales à faire. On les a peu entendus revendiquer qu'ils étaient de gauche au moment des retraites. Très souvent, on a même vu des images d'eux des années avant disant qu'ils ne feraient jamais ce qu'ils étaient en train de faire. Donc on peut s'interroger. En réalité, on a marre d'avoir de la parole, d'être dans de la revendication de l'image. Et peut-être que les Français veulent des actes. Quand on est de gauche, en tout cas, c'est que on a une sensibilité, on a une empathie vers les autres, on a une soif de justice sociale. Et malheureusement, ce qu'on voit au cours de cette dernière décennie, c'est que ça n'est pas allé dans ce sens-là, sinon on n'en serait pas là. La pauvreté ne cesse d'augmenter, on a encore une alerte lancée par toutes les ONG, les fondations en lien qui travaillent sur la lutte contre la pauvreté, qui disent que la situation ne cesse d'empirer en France. Donc c'est très beau de se revendiquer de gauche, mais en réalité les résultats, c'est ça qu'il faut regarder, ce qui a été fait. C'est un peu comme le discours de Marine Le Pen, qui est toujours plus socialo que les socialistes, et qui en réalité fait tout l'inverse de ce qui devrait être fait quand on a un petit peu de souci des autres et de justice sociale. Est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, de Juppie, arrête, non, il veut couper mes cordes. Alexandra, en Auvergne-Rhône-Alpes, alors les écologistes, qu'est-ce qu'ils vont entreprendre? Alors les écologistes... Avec un nouveau président de région? On a un nouveau président de région. Donc on avait fait un observatoire du wokisme pour essayer de renseigner la pratique de Laurent Wauquiez qui se sert de la région
Moi, j'appellerais ça du néo-féodalisme. En fait, il n'y a plus vraiment de critères pour l'attribution de l'argent public. Enfin, bon. Voilà, donc ça c'est des choses que l'on a fait, que l'on va continuer parce que c'est important de renseigner ce qui se passe, parce que c'est ce que disait Zérine. En fait, nous avons beaucoup de beaux parleurs qui n'arrêtent pas de nous raconter que, alors ils sont tous écolos, ils sont tous hyper démocrates, ils sont tous sociaux. Alors ça, c'est les paroles. Et maintenant, il faut regarder les actes. Et nous, on décrypte un peu leurs actes. On fait aussi des propositions. Et ça, pour nous, ça va être très important. On a un nouveau président de région. Il est différent, ok, il est sur la même ligne. Je ne sais pas s'il aura le loisir d'être différent sur le fond, puisque Laurent Wauquiez reste conseiller spécial auprès du président. Ah d'accord. Donc ça, quelle marge de manœuvre il va avoir? Nous, on souhaiterait qu'il puisse avoir de la marge de manœuvre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le même style, puisque lui, il souhaite faire respecter des débats apaisés. Donc, très bien, nous allons le prendre au mot et nous allons être force de proposition parce que pour la région, les écologistes, on a vraiment beaucoup de choses à proposer. Donc là, on va faire monter aussi tout ce que l'on a à proposer parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de préparer 2028 parce que cette région, cette très grande région qui a des compétences très fortes sur l'aménagement du territoire, sur les lycées, sur les transports, sur l'économie, et ben pour le moment, il y en a, ils s'en servent vraiment assez peu. Et du coup, nous, on aimerait pouvoir faire monter en puissance des vraies politiques et écolo et sociales dans le cadre du Conseil régional. Localement, en Savoie, il y a un enjeu fort, c'est les JO de 2030. Oui, alors apparemment, je pense qu'avec l'élection de Fabrice Pankouk président et puis la nomination de Michel Barnier, tout à coup les JO 2030 deviennent effectivement un enjeu majeur, j'ai l'impression, même des fois peut-être plus important que certaines politiques sociales. On a l'impression que les garanties de l'État vont être signées avant même, en tout cas pour clôturer ce dossier JO, avant même le vote du budget. Nous, à la région, on nous parle depuis le début de jeux sobres et durables, donc on va se battre et on se bat de toute façon depuis le début pour avoir les tenants et les aboutissants de ces jeux sobres, d'avoir le cahier technique, de savoir aussi financièrement combien ça va nous coûter, combien ça va coûter aux collectivités locales, qui va payer quoi, parce qu'on sait très bien comment ça s'est passé en 92. Les jeux payeront les jeux, c'est un bel adage, mais c'est jamais vérifié. Les JO 2030 devraient être du coup l'occasion peut-être de revoir un peu le modèle de ces jeux, puis surtout de voir en termes d'emploi de quoi on parle. Et en termes d'énergie, parce qu'il va falloir la fabriquer cette neige. C'est la fabrication de la neige qui sera la matière première de toute façon, et on sait très bien qu'elle manque de plus en plus. Donc ça nous inquiète très très fortement. En fait, comment on veut travailler en 2030 et plus tard en montagne, on le sait que ça sera... On ne pourra pas compter que sur le business du ski pour le faire. Et là, on a des jeux 2030 qui, jusqu'à présent, vu ce qu'on nous propose, ne nous rassurent pas du tout sur le fait qu'on va continuer en mode 20e siècle et qu'on aura... C'est un déni, ça. On ne prépare pas à l'avenir. Il y a un certain déni, oui. Il y a un certain déni climatique. On pense qu'en fait, en faisant de la neige artificielle, on va sauver... on va prolonger le modèle le plus longtemps possible. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Donc des combats comme celui du plateau de Bourgard... je pense qu'ils vont se répéter et je pense qu'il va falloir qu'on soit très très vigilants. Mais nous, notre combat, à la fois au sein de l'instance, c'est à ce jour, c'est d'avoir les éléments pour travailler. C'est-à-dire qu'en commission JO 2030, si je vous raconte un peu les coulisses, donc on travaille avec 0 document sur une candidature annoncée à plusieurs milliards, parce qu'on se rend compte quand même que le ski devient de plus en plus onéreux. Et la neige est de plus en plus haut. Donc voilà, c'est une infime partie de la population française qui peut se permettre d'aller au ski. Ou des étrangers. Ou des étrangers qui ont un certain pouvoir d'achat. Et même les locaux et les Savoyards que nous sommes, nous n'allons pas au ski tous les week-ends. Enfin, je veux dire, c'est... Oui, mais avec Marina Ferrari au tourisme, tout va... Ah bah peut-être. C'est comment on fait pour ne pas engendrer un surtourisme sur certains lieux qui, on le voit, commence à être surfréquentés. Et c'est le cas de nos stations qui vont accueillir les épreuves des Jeux. Elles sont surfréquentées avec toutes les nuisances que ça provoque en vallée. Pollution liée à la circulation, transport, etc.
sur l'usage de l'eau. Ouais. Il y a déjà des conflits de l'eau. L'électricité, les déchets. Mais pendant ces dernières années, en 2022-2023, on a vécu des cas de sécheresse avec un fort impact sur la ressource en eau, jusqu'à aller monter de l'eau en citerne dans des alpages. À un moment, comment on va concilier tous ces usages et est-ce que les JO 2030 ne vont pas justement exacerber en tout cas ces questions-là? Nous, on a fait de grands sacrifices. Vous parliez de Marina Ferrari, on s'est désisté avec Christelle Granata au profit de Marina Ferrari. Bien sûr, oui. Et il ne faut pas qu'elle l'oublie, ça. Ouais. Il ne faut pas qu'elle l'oublie. Et je pense qu'il faut tous et toutes que l'on rappelle ça à celles et ceux qui ont été élus. C'est au prix d'un réveil, d'un sursaut citoyen, au prix aussi de beaucoup de souffrance, parce que cette période a été une grande souffrance. Moi, pour moi, ça a été un grand traumatisme, personnellement, de me dire que potentiellement le Rassemblement national pouvait passer en ces terres, même de Savoie, qui sont des terres de résistance, et ça, je le rappelle toujours. Quelques mois auparavant, on était sur cette place à commémorer la mémoire de Robert Badinter, de la résistance, et de rappeler ce que c'est que ce territoire. Et par contre, à la même occasion, pendant cette dissolution et en tout cas pendant ces élections, il y a eu un sursaut citoyen qui a redonné espoir. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de tuer cet espoir. Et il nous incombe à nous de ne pas laisser cette lueur s'éteindre complètement et de continuer à mobiliser la société civile en nous rappelant toujours que nous l'avons fait et que si nous l'avons fait une fois, nous pouvons le faire encore et encore. Et que cette énergie, on doit la garder jusqu'en 2020. Prochaines élections. Aux prochaines municipales. Aux prochaines, municipales. Non, oui. Écoutez, pourquoi pas? On va quand même rester lucide parce que c'est vrai qu'on n'oublie pas non plus que c'est un front républicain qui l'a emporté. Même aujourd'hui, quand on entend Bruno Retailleau dire « j'ai 3 priorités, rétablir l'ordre et rétablir l'ordre », on est tout de même un peu plus qu'à droite. Ce n'est pas le mandat qui a été donné par le peuple. D'accord. Parce que si le peuple avait décidé de voter pour des élus RN pour rétablir l'ordre tel que le RN voulait le rétablir, eh bien c'est eux qui auraient remporté cette élection et ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il faut que Bruno Retailleau s'en souvienne. Il n'a pas mandat pour cela. L'espoir dont vient de parler Zerrine, il faut qu'on soit en cohérence avec ça, mais il faut qu'on soit à la hauteur de ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de nos petites bisbilles et être plus haut par rapport à ce que les partis se donnent à vivre habituellement. La stratégie, ça va être de continuer ce dialogue, ces ponts qu'il faut recréer parfois entre les uns et les autres. Il faut aussi qu'on puisse s'ouvrir et qu'on puisse entendre les aspirations citoyennes, que ce soit la société civile organisée, comme on dit, c'est-à-dire le formidable réseau des associations qui sont quand même le ferment de notre démocratie. Au jour le jour, il y a les syndicats aussi, donc il va falloir qu'on ouvre grand les portes, les fenêtres, qu'on écoute, que l'on discute, pour pouvoir construire le projet le plus enthousiasmant, qui sera réaliste, qui sera responsable, mais aussi enthousiasmant pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un mot pour la fin, là. Pour la fin, très personnel. Moi, je dis toujours, c'était notre mantra quand on était aux élections en 2021 au régional, j'ai l'écologie joyeuse. L'espoir et la détermination. Je voudrais reprendre quelques mots de Henri Leclerc, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et qui disait « Je crois au matin et j'ai envie de croire au matin ». Comme il disait, après l'obscurité, après la nuit, il y a toujours un matin. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on arrête d'espérer et qu'il faut qu'on continue de croire au matin. Au matin joyeux, du coup. Matin joyeux. Merci. Merci beaucoup. Alors moi, c'était pas la journée où je dois rentrer.